Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Les titres qui vous seront développés dans ce journal. Le sommet de Kigali sur l'éthique et l'innovation s'est clôturé hier. Également dans l'actualité de ce 22h, la caravane médicale est à Yoboki, à Diki. Merci donc à vous de nous rejoindre. C'était donc les titres qui vous seront développés dans cette édition et nous entamons ce journal avec la clôture à Kigali du troisième sommet d'éthique et de l'innovation. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé donc hier à Kigali au troisième sommet d'éthique et de l'innovation, une initiative du Rwanda en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications qui a permis aux participants de proposer un nouvel agenda pour l'Afrique en matière de TIC. Il s'agit de répondre aux défis du développement à travers l'utilisation et l'adoption des services à large bande et connexés. La rencontre de Kigali était donc une opportunité pour les acteurs du secteur privé et les différents gouvernements de renforcer le dialogue et le partenariat gagnant-gagnant en vue de permettre à l'Afrique de tirer les meilleurs profits socio-économiques des technologies de l'information et de la communication. Le thème choisi pour cette édition était le développement des villes connectées en Afrique grâce au pouvoir des technologies de l'information et de la communication. Organisée par l'Union internationale des télécommunications en partenariat avec le gouvernement rwandais, cette rencontre de haut niveau se fixe comme objectif de permettre aux participants de débattre et proposer des pistes de solutions ainsi que des actions concrètes visant à promouvoir une utilisation des TIC au bénéfice du développement économique, social et culturel du continent. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement africains ont pris part à ce sommet qui a rassemblé 3 jours durant quelques 3000 délégués dont 300 maires des différentes villes africaines ainsi que des acteurs évoluant dans le domaine des TIC de par le monde. Qui a été initié par l'initiative Smart Africa que la République de Djibouti a rejoint l'année dernière. Donc c'est avec un grand intérêt que Djibouti suit ce programme qui va en concordance avec ces grands projets de transformation numérique et de modernisation de l'administration grâce à l'usage des TIC. Les piliers les plus importants de ce sommet sont la transformation des cités en cités intelligentes, qui est le thème d'aujourd'hui, mais également comment faciliter l'accès au débit aux usagers et surtout la modernisation des services publics grâce aux usages des TIC et l'encouragement à l'initiative de l'entrepreneuriat des jeunes personnes et du genre aussi. Sans transition sur ce sujet, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, qui a pris part à ce sommet aux côtés du chef de l'État, a déclaré que le secteur des technologies de l'information et de la communication est indéniablement porteur de développement économique et durant ce sommet, le chef de l'État a souligné que les TIC doivent accompagner nos écoliers dès la primaire. Voici les propos du ministre. Vous avez vu sur le panel, il y avait 8 chefs d'État qui étaient présents. C'était un panel débat aussi. Les leaders ou les chefs d'État ont insisté à ce que l'Afrique doit être connectée à tout moment, innovée et transformée. Pour cela, notre président, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a souligné aussi que l'Afrique avait déjà raté la révolution industrielle, mais qu'elle ne doit pas rater la révolution numérique. Et pour cela, il est bien précisé qu'il est primordial de commencer par les tout petits, c'est-à-dire l'école primaire. Nous avons commencé à Djibouti à ce que les écoles primaires soient des écoles connectées aussi. Et nous allons bientôt inaugurer ou bien lancer officiellement l'activité intitulée les classes connectées à partir du 17 mai 2017 qui coïncide aussi la journée internationale des télécommunications. Je vous remercie de votre attention.
Santé à présent, nous vous le disions en titre, après le lancement des consultations et opérations des médecins spécialistes à As'ila, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, s'est rendu hier à Yoboki, dans la région de Dikil, pour superviser les différentes activités menées par ses équipes dans cette localité. Le ministre de la Santé, accompagné du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, des députés de la région, notamment du préfet Mohamed Cheikh Hassan, du vice-président du conseil régional, des élus locaux ainsi que de ses proches collaborateurs. À son arrivée sur place, la délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé a été chaleureusement accueillie et acclamée. Et à cette occasion, des danses folkloriques ont été exécutées et des chants entonnés. Regardez. Intervenant devant les populations de Yoboki lors de la caravane médicale, le député Moussa Soulé, le vice-président du conseil régional Ebo Mohamed et le préfet de Dikil Mohamed Cheikho ont remercié tous le président de la République pour avoir initié la politique des rapprochements des prestations sanitaires auprès de la population sur l'ensemble du territoire national. Les 2 jours de la caravane à As'ila puis à Yoboki a permis de consulter et de soigner la population qui n'avait donc pas accès aux soins spécialisés. La caravane comprend 19 médecins spécialistes qui ont consulté les populations venues de toutes les localités du secteur de Yoboki, à savoir Daoudaouia, Galafi, etc. Le préfet Mohamed Cheikho a quant à lui remercié chaleureusement le chef de l'État pour cette initiative et le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, qui a organisé cette caravane médicale qui a permis d'améliorer l'accès aux soins à la population vivant dans les localités les plus reculées. Et dans son intervention lors de cette caravane médico-chirurgicale à Yoboki, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, originaire de Dikil, a remercié la population de Yoboki pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de la caravane dirigée par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi. Il a aussi remercié le ministre de la Santé pour cette initiative humanitaire en faveur des populations résidant dans les zones reculées des centres médicaux. Le rapprochement de prestations sanitaires à la population de Yoboki est une bonne initiative, a demandé à la population de consulter les médecins spécialistes qui sont sur place. Le ministre de l'Environnement a précisé également qu'il était important de suivre la santé des enfants et de les faire vacciner. Et le ministre a poursuivi que quand il était plus jeune, les infirmiers vaccinés dans le centre de soins les plus jeunes. C'était donc à l'époque. L'organisation de cette caravane médico-chirurgicale intervient selon lui dans le cadre des activités sanitaires mises en place pour améliorer l'accès aux soins à toute la population vivant sur tout le territoire national. Et pour sa part, le ministre de la Santé, le docteur Jama Elmi, principal concerné, a vivement remercié la population de Yoboki pour l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Je vous propose de les suivre. Je voulais remercier chaleureusement l'accueil grandiose de la population de Yoboki, les sages, les mères, les enfants, tous ensemble. Moi ainsi que toute la délégation, nous voudrons vous dire merci. Sur les instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le département de la santé a pris à bras le corps sa mission et a dépêché non seulement des grandes caravanes d'envergure dans les régions, mais aussi des mini-caravanes dans les villages les plus peuplés, tels que Yoboki, As'ila, Bakéré et Sankal. Il y a plus de 19 personnels médicaux qui sont là,
ont la majorité des spécialistes et qui sont en train de consulter, que ce soit la pédiatrie, que ce soit l'ophtalmologie, que ce soit la gynécologie, que ce soit la pulmonologie, l'ORL, la médecine générale, la nutrition et le laboratoire. Tous ces personnels sont là pour pouvoir faire une consultation de masse pour la population de Yoboki, et cela en répondant massivement à l'appel et à la nécessité qu'il y a dans la région en matière sanitaire. En plus de cela, il y a des vivres qui nous accompagnent, qui sont gracieusement offerts par la première dame de la République du Djibouti et qui est constitué d'huile, de farine, du riz, des dattes et en plus des moustiquaires et des plopinettes pour les enfants. Pour voulais exhorter toute la population de Yoboki de profiter de cette caravane. Le premier jour, hier, c'est-à-dire la caravane a vu plus de 1000 personnes et nous comptons aujourd'hui doubler ce chiffre et que toute la population de Yoboki puisse en profiter. Que ce soit les enfants, que ce soit les mères ou que ce soit les sages, tous nous vous exhortons de profiter puisque les médicaments sont là, les médecins sont là et la consultation ainsi que tout acte médical est gratuite. Donc il faut que tout le monde puisse profiter de cela. Cela fait partie de la stratégie avancée de soins qu'a mis en place le ministère de la Santé, non seulement des grandes caravanes dans les chefs-lieux, mais aussi des mini-caravanes dans les villages les plus nombreux, comme je vous l'avais dit, comme je viens de dire il n'y a pas longtemps. Je voudrais remercier toute la population de Yoboki, à mon nom, au nom du ministre, mon ami Moussa avec moi, au nom des députés, de toute la délégation qui m'accompagne. Et aussi, je voudrais remercier solennellement le personnel de la santé, qui sont là d'avant-hier, hier et aujourd'hui, et qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour s'acquitter de leurs devoirs. Que ce soit les spécialistes, que ce soit les généralistes, que ce soit le personnel, un technicien de la santé, je voudrais tous leur dire mes félicitations et vous rendrez heureux et vous honorez votre département et vos responsables. Et vous faites un travail louable pour votre population, votre peuple. Et alhamdulillah, Dieu vous récompensera pour ces actes. Ensuite, le ministre a procédé à la remise des denrées alimentaires et des médicaments à quelques 250 familles nécessiteuses. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, et sa délégation ont ensuite visité les différents lieux de consultation. Rappelons que les soins prodigués donc, sont la médecine générale, la pneumologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la pédiatrie, pour ne citer donc que cela. Presque 1000 patients, donc comme avait dit le ministre, ont pu ainsi bénéficier de ces consultations et traitements. Ensuite, la délégation ministérielle s'est entretenue avec les élus locaux, les Okal, les chefs religieux et coutumiers de la localité de Yoboki, ainsi qu'une rencontre également avec les représentantes des femmes de la sous-préfecture Yoboki dans la région de Dikil. Les deux ministres et les responsables administratifs ont recueilli donc les doléances des élus locaux et des femmes. Le ministre de la Santé ainsi que son collègue de l'Habitat ont promis d'apporter des réponses aux besoins de ses interlocuteurs dans les plus brefs délais. Après le sud du pays, direction le nord du pays avec la ville de Hayou, où le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss, a présidé hier matin une cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulé donc au sein du conseil régional. Organisé par l'ANEFIP durant une semaine environ, 30 jeunes Obokois ont pu bénéficier de cette formation axée sur la sensibilisation des jeunes Obokois à l'esprit d'entrepreneuriat afin de les inciter à créer leur propre entreprise dans le contexte où le chômage donc touche la plupart des jeunes du pays. Il est combien important aujourd'hui d'entreprendre et comme disait le directeur de l'ANEFIB,
de se prendre en main et puis d'être l'employeur. C'est très très important parce que aujourd'hui, à un moment où la fonction publique est très saturée, et le ministère du Travail et de la Réforme de l'administration a initié ce projet pour que les jeunes de toutes les régions puissent proposer leurs projets et même tout d'abord à être formés pour bien présenter ces projets qui seront dans le nord. Il y a le port de Tajoura, il y aura aussi d'autres projets à Obok. Donc pour cela, il faut que les jeunes, c'est une bonne nouvelle que les jeunes se préparent aussi et qu'il y ait aussi un bureau ici de l'ANEFIP et d'une importance capitale pour savoir bien sûr, et j'exhorte les jeunes à aller vers ces bureaux et pour avoir aussi les bases de données nécessaires pour trouver une bonne introduction dans la région de Bok. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samriye, a rappelé que la promotion de l'entrepreneuriat demeure à l'heure actuelle la seule option et une alternative pour lutter contre le chômage et la précarité. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, donc on avait initié une caravane intitulée « Apprendre à entreprendre à Djibouti ». Nous avons commencé à Arta. Aujourd'hui, nous sommes à Obok. Et Inch'Allah, on va clôturer cette caravane à Dekhel, donc le jeudi prochain. Pourquoi cette caravane? Conformément aux instructions du chef de l'État, le président de la République, il nous a donné des instructions fermes et claires en disant il faut que les jeunes djiboutiens trouvent du travail. L'État ne peut plus embaucher. Pourquoi? Parce que chaque année, l'État embauche. Donc, et à la fin, ça devient presque impossible. Avant que cette chose devienne impossible, il faut maintenant trouver des solutions. D'où l'idée de créer des jeunes entrepreneurs. Donc, cette idée est venue de là. Non seulement l'entrepreneur va mieux vivre, mieux même que la fonction publique, mais va également, à son tour, employer des personnes. Sous le leadership du président de la République, on a toujours beaucoup de soucis pour vous, afin que vous puissiez trouver un emploi, et c'est notre mission, c'est notre rôle. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a confié ce ministère, c'est de trouver un emploi à nos jeunes. Dans chaque région, le ministère du Travail a ouvert un bureau. Un bureau, quelle est l'utilité de ce bureau? L'utilité de ce bureau, c'est de recenser le chômeur de la région. Combien de chômeurs existent dans la région d'Obok? La première tâche de ce bureau est un bureau de recensement. Le deuxième objectif de ce bureau, c'est de connaître le nombre de diplômés dans la région d'Obok. Chacun doit donc presser, n'est-ce pas, sa cervelle pour qu'il puisse dégager un projet rentable. Et nous vous garantissons la confidentialité de votre projet. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie infiniment de votre aimable attention. Également dans l'actualité, dans le cadre de la clôture de la saison sportive scolaire 2016-2017, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a donné le coup d'envoi hier après-midi au complexe sportif du Roi Fahad et du Challenge Sport scolaire. Le ministre de l'Éducation fut accueilli en grand pompe par les responsables et les équipes concourant donc dans les différentes disciplines du sport collectif, à savoir le football, le volleyball, le basketball et le handball. Après les différentes rencontres sportives à tous les niveaux scolaires durant toute l'année dans les régions et dans la capitale, le challenge du week-end verra la confrontation des meilleures équipes dans chaque discipline. L'objectif poursuivi étant de redynamiser et détecter les futurs champions afin de leur inculquer les valeurs de civisme, de patriotisme et de solidarité, ainsi l'esprit d'équipe et de fair play.
Autre nouvelle du pays, une réunion a eu lieu au Palais du Peuple avec la mission des hommes d'affaires japonais qui sont venus s'enquérir et explorer les multiples opportunités d'investissement qu'offre Djibouti aux entreprises privées. Composé donc d'une dizaine de chefs d'entreprise œuvrant dans des domaines divers, allant des nouvelles technologies aux énergies renouvelables, en passant par l'industrie, un programme chargé et pertinent leur a été concocté par les autorités djiboutiennes, incluant des entrevues avec les membres du gouvernement, des visites de nos infrastructures, notamment portuaires, et clôture par un forum économique qui a donné lieu à des échanges fructueux avec des hommes d'affaires djiboutiens conviés à cet événement. L'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Alaïta, nous explique ici la finalité de cette réunion. Vous avez des sociétés dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine tout ce qui concerne l'import-export, etc. Et donc nous pouvons dire que c'était vraiment une rencontre fructueuse et la suite suivra. Déjà 2 ou 3 sociétés se sont installées et d'autres aussi sociétés vont venir s'installer. Nous avions les forces d'autodéfense japonaises. Aujourd'hui, nous avons le secteur privé japonais et en plus aussi de l'aide au développement qui n'a jamais tari à Djibouti. Le second vice-président du Parlement panafricain, Safia El Medjabril, a présidé ce vendredi au Parlement panafricain l'atelier de formation organisé par l'Académie de leadership et de département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine. Et en étroite collaboration du Parlement panafricain et à l'intention des membres de la Commission permanente des affaires juridiques et des droits de l'homme et de la Commission permanente des règlements des privilèges et de la discipline. L'objectif de cet atelier était que le Parlement devait promouvoir la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi renforcer la capacité des membres de la Commission permanente des affaires juridiques et des droits de l'homme. Les résultats attendus auprès de cette formation est que tous les membres élaborent donc une stratégie pour la promotion de la charte africaine de la démocratie et des élections de la gouvernance. La seconde vice-présidente dans son discours d'ouverture a remercié donc l'Académie de leadership de l'Union africaine pour cette collaboration. Elle a aussi cité que l'un des premiers objectifs du Parlement panafricain réside dans le fait qu'il crée pour être donc la voix des peuples africains au sein des instances internationaux. Elle a aussi souligné que cet atelier renforcera nos capacités à faire participer efficacement nos responsables nationaux et le peuple d'Afrique en général comme étant l'un des éléments cruciaux destinés donc à la réalisation de l'aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous parlons olympisme à présent à l'occasion de la 17e Assemblée Générale de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Le comité national olympique et sportif djiboutien, présidé par Aïcha Garad Ali, avait organisé une soirée de gala intitulée La Chamelle pour tous les participants venus donc d'une 50aine de pays du continent noir. Et c'est sous un ciel ouvert que ce dîner, pas comme les autres, avait rassemblé plusieurs hautes personnalités du mouvement olympique, avec en tête le président du comité international olympique, Thomas Bach, et le président de l'ACNOA, l'intendant général Lassana Palenfo, ainsi que les différents cadres. Outre les personnalités du monde olympique, la soirée a été également marquée par la présence des autorités du pays, à savoir le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed, de la ministre de la femme et de la famille, Moumine Ahmed, ainsi que de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Le programme de la soirée était riche et varié. Le chanteur blues nomade Abaïzid Ali a entonné d'emblée l'hymne de la prestigieuse institution olympique d'Afrique, l'ACNOA, qui a vibré dans les cœurs de tous les invités. Il a été suivi par les différentes troupes folkloriques du pays qui ont représenté la beauté et la diversité de notre culture au monde olympique. Un sketch a été également interprété pour l'occasion par les comédiens de la compagnie théâtrale La Voix de l'Est, et a souligné également un moment insolite de la soirée. La comédienne surprend le président du CIO, Thomas Bach, en lui adressant directement la parole. Ce dernier, surpris mais séduit par l'idée, a très bien réagi. Et enfin, les officiels ont été honorés par des cadeaux et surtout, cerise sur le gâteau, tous les invités ont eu droit à l'issue de cette soirée au délicieux lait de la Chamelle.
Et plusieurs officiels donc ont pris la parole durant cette soirée gala, dont la première vice-présidente du comité national olympique djiboutien, Fardoussa Moussaïgué, qui était candidate, rappelons-le, au poste de 3e vice-présidente du nouveau comité de l'ACNOA mis en place durant cette 17e assemblée générale. Nous l'écoutons. C'est un honneur et un plaisir que de le recevoir, lui, mais aussi ses collaborateurs avec lesquels le Comité national olympique et sportif djiboutien a établi entre Lausanne et le continent africain des liens professionnels, efficaces, respectueux, mais aussi avec le temps un peu familiaux. Enfin, ici à Djibouti, en terre africaine, comme l'avait dit si bien ma présidente et membre du CIO, Mme Aïcha Garad Ali, vous êtes tous ici, chez vous. Notre dîner, intitulé La Chamelle, se veut aussi en quelque sorte un peu famille et tradition, avec des plats de chez nous. Alors pourquoi la Chamelle? Parce que lors du choix du pays hôte de la 17e Assemblée Générale de l'ACNOA à l'île Maurice, face à ses concurrents, Mme Aïcha Garad Ali avait avancé un argument imparable. Face aux grands producteurs de cacao, café, hydrocarbures et pétrole, elle leur avait dit que dans son pays, il y avait du lait de chameau. Le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Boghoré, a accueilli à la direction générale des gardes-côtes à l'Escale le commandant en chef de l'opération EUNAVFOR Atalante, le général-major Rob Magouane, pour visiter les différentes installations et les bateaux. Le général-major Rob Magouane a félicité le colonel Waïs Omar Boghoré pour les efforts et le travail effectué avec détermination afin d'assurer la sécurité et la sûreté maritime à Djibouti. Il a ensuite souligné que les gardes-côtes djiboutiens jouent un rôle crucial dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime régionale en matière de lutte contre la piraterie maritime aux côtés des forces européennes depuis le début des opérations. En nouvelle nationale toujours, dans le cadre de la caravane de propreté qui s'améliore chaque jour, les caravaniers des différentes communes de la capitale se sont rassemblés afin de mener de nouvelles actions d'embellissement. De ce fait, des patriotes de la municipalité, de la société civile se sont fortement mobilisés, comme à l'accoutumée dans le cadre de la caravane initiée par la mairie. La population du quartier 6 et ses environs s'est fortement mobilisée avec la participation du président de la commune de Boulaos, des élus locaux, des membres de la société civile pour la collecte et le ramassage des ordures et détritus jonchant tout le long des voies publiques et désabler ainsi les trottoirs des différentes artères des voies routières. À rappeler que les actions entreprises par ces caravaniers se poursuivront et des nouvelles opérations comme la peinture avec bénévolat sont au programme. Satisfait de ces actes de patriotisme et de civisme dont les caravaniers de ces quartiers populaires ont fait preuve, la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awal Osman, le maire adjoint et le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismaël, ont exhorté leurs concitoyens à poursuivre sur cette lancée afin de redorer l'image de notre belle capitale. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Fatouma Leouita Youssouf, survenu hier à l'hôpital Pelletier. La défunte Fatouma Leouita laisse derrière elle une nombreuse famille, dont 8 enfants et de nombreux petits-enfants. Feu Fatouma Leouita était la veuve de l'homme de la culture et de la politique Mohamed Aliyou. Et elle était donc aussi la belle-sœur de notre collègue journaliste Dini Aliyou. Donc nous adressons nos condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte, et nous prions Allah le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et pour clore cette édition, nous passons à l'actualité internationale. Le président palestinien Mahmoud Abbas a été reçu par son homologue russe Vladimir Poutine dans la station balnéaire Sotchi au sud de la Russie. Il lui a donné l'accolade et a réaffirmé le soutien de la Russie à la solution des deux États. Pour le chef du Kremlin, cela doit passer par un dialogue direct entre Israël et les Palestiniens. Mahmoud Abbas, qui dit attendre bientôt la visite de Donald Trump, a quant à lui évoqué le lien entre l'extrémisme et l'impasse palestinienne. Alors que des centaines de Palestiniens emprisonnés en Israël sont en grève de la faim depuis près d'un mois pour protester contre leurs conditions de détention, les tensions dans les territoires occupés restent vives et les affrontements avec l'armée israélienne fréquents. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.